Donc, je suis Raki Kassi, psychologue, docteur en psychologie sociale. Je suis aussi consultante pour les entreprises et et les institutions qui travaillent sur les sujets de diversité et d'inclusion. Donc, je fais des formations, etc. Et j'ai aussi un cabinet de consultation où les personnes viennent majoritairement pour des questions identitaires. Alors, aujourd'hui, j'ai intitulé mon propos Impact des stéréotypes sur la perception de soi. Et je voudrais parler des résultats de mes recherches, de ma thèse et un peu plus généralement sur ma pratique. Et avant de parler de ça, je voudrais euh, préciser peut-être ce que j'entends par stéréotype. J'ai entendu plein de définitions différentes et nous, en psychologie sociale, on définit les stéréotypes comme étant des croyances partagées associées à un groupe donné et partagées par un autre groupe social donné. Donc ça veut dire que nous, en France, nous avons des stéréotypes sur les Américains qui ont aussi des stéréotypes sur nous. Ça se décline un peu à différentes échelles au niveau des villes, les Parisiens, les Marseillais, au niveau des quartiers, les gens du 16e, du 18e, etc. Donc, c'est ce que j'entends par stéréotype, croyances partagées, qui peuvent être positives, négatives ou neutres. Et je les distingue des préjugés qui sont pour nous en psychologie sociale des attitudes. Voilà. Donc, est-ce que je suis positivement ou négativement disposée envers une personne à partir de mes croyances et de mes stéréotypes? Je voudrais parler de... C'est vrai que je change un peu le point de vue, c'est-à-dire que quand on parle de stéréotypes, de préjugés, de discrimination, de racisme, etc., on pense à un premier point de vue qui est celui du percevant vers la cible. Donc, pour faire très schématiquement, une personne blanche qui voit une personne noire, donc on a les stéréotypes qui s'activent et ça influence mon traitement de l'information, ça influence mon comportement et la manière dont je prends les décisions. Alors que dans cette grande thématique, il y a un autre mouvement qui coexiste, c'est le mouvement de la cible envers elle-même. D'accord? Donc moi, en tant que personne noire, les stéréotypes ont une influence sur moi-même sans que l'autre ne soit présent. D'accord? Et donc, dans ce cadre, je parle de la théorie de la menace du stéréotype. Donc, elle est définie comme étant la crainte qu'une personne ressent lorsqu'elle risque de confirmer par sa performance ou son comportement les stéréotypes négatifs associés à son groupe. Ça veut dire que moi, en tant que personne noire, je sais que aux noirs sont associés plein de stéréotypes dont je vais vous détailler tout à l'heure. Mais par exemple, on a le stéréotype d'incompétence intellectuelle. Et si je suis dans une situation où on évalue mes compétences intellectuelles, je peux avoir la crainte, ressentir la crainte, l'anxiété de confirmer ce stéréotype négatif. Cette théorie, elle a été élaborée comme beaucoup de théories aux États-Unis, d'abord par deux psychologues et chercheurs qui s'appellent Steele et Aronson. Et c'est parti d'une observation, puisqu'aux États-Unis, ils peuvent faire des statistiques ethniques, en France, pas encore. Donc, et ils ont remarqué que la courbe des Afro-Américains était systématiquement en dessous de la courbe des Blancs américains à l'université de Stanford. Donc, c'est quand même une très grande université. Ceux qui sont là font partie des meilleurs. Mais même dans ce cadre-là, on a une différence de performance entre les Afro-Américains et les Blancs-Américains. Et du coup, il se pose la question et il est parti voir enfin, je parle de Claude Steele, hein, qui est l'initiateur de cette théorie, est parti voir les étudiants afro-américains en leur demandant comment est-ce qu'ils se sentent, dans l'université, dans leurs études, comment est-ce que ça se passe bien, etc. Et ils ont parlé de ce qui ressortait en premier, c'était leur appartenance groupale. Donc, ils lui disent, voilà, vous voyez, moi je suis le seul noir de mon groupe, de ma classe, et je fais attention à ce que pensent mes camarades, mes professeurs, les gens de l'administration, etc. Et à partir de là, il a mis en place un protocole expérimental pour... parce que, pardon, je vais un peu vite. C'est-à-dire que l'idée était comment expliquer cette différence de performance. C'est pas une différence, enfin, il avait l'intuition que ce n'était pas une différence de compétences, mais qu'il y avait quelque chose dans la situation qui amenait les Afro-Américains à moins bien réussir que les Blancs américains. Et donc, avec l'idée que les stéréotypes auraient peut-être un rôle à jouer. Et donc, ils ont réalisé, donc avec son doctorant de l'époque, Joshua Aronson, qui est aujourd'hui un grand professeur en psychologie, euh, mis en place un protocole expérimental où ils ont comparé donc, des étudiants afro-américains blancs et noirs, enfin des Afro-Américains, pardon, et des Blancs américains, et dans deux situations différentes. Donc, dans une première situation, ils ont évalué les compétences intellectuelles par un test, hein, on va dire 10 questions, le même test dans chacune des conditions, et dans une des conditions, le test est intitulé test de raisonnement, et dans l'autre condition, le test est intitulé
test d'intelligence. Voilà. Donc, et dans chacune des conditions, on a à la fois des Afro-Américains et des Blancs-Américains. Et les résultats montrent que lorsque le test est présenté comme un test d'intelligence, les Afro-Américains réussissent moins bien que les Blancs-Américains. Et les résultats sont significatifs. Et lorsque le test est présenté comme un test de raisonnement, il n'y a pas de différence de performance entre les deux. Donc ça veut dire que ce n'est pas une différence de compétence, mais qu'il y a quelque chose dans la situation qui amène les Afro-Américains à moins bien réussir. Et donc, depuis 1995, il y a eu énormément de recherches sur le sujet et on sait que c'est un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que je suis dans une situation où on évalue, où mon identité en tant qu'Afro-Américain ou en tant que Noir en France est présente à l'esprit, où le stéréotype est présent à l'esprit. J'ai peur de confirmer le stéréotype, ça crée du stress, de l'anxiété, et je finis par ne pas y arriver parce que ma capacité mentale, mais il y a une charge cognitive en fait à penser, à ruminer. Enfin, mes appréhensions créent une charge cognitive qui m'empêche de réaliser effectivement bien le test. Et donc, cet effet de menace du stéréotype n'est pas spécifique aux Afro-Américains, il est généralisable à tous les groupes à partir du moment où il y a un stéréotype négatif qui leur est associé. Et je vous donne juste un exemple. Enfin, ça a été généralisé à d'autres groupes comme les femmes, les personnes qui ont un fort niveau socio-économique ou un faible niveau socio-économique, les latino-américains en comparaison aux blancs américains, les personnes âgées, les étudiants en France, les étudiants en psychologie en comparaison aux étudiants en sciences exactes, etc. À partir du moment où vous avez un stéréotype négatif associé à un groupe et que vous évaluez des compétences en lien avec ce stéréotype, vous pouvez avoir cet effet de menace. Et du coup, dans mes études, la question, j'ai exploré plusieurs questions, mais une des questions était de savoir est-ce qu'en France, chez les Noirs de France, on retrouve cet effet de menace du stéréotype? Et si oui, comment? Et j'ai commencé par faire une étude sur le contenu des stéréotypes associés aux Noirs en France, puisque a priori, on peut penser que c'est la même chose, mais l'histoire des États-Unis n'étant pas l'histoire de la France, il est possible que les stéréotypes ne soient pas exactement les mêmes. Et donc, j'ai fait une étude exploratoire, une étude confirmatoire. Je vous passe les détails. Pardon si vous entendez du bruit, mes voisins font des travaux. J'ai fait plusieurs études sur le contenu des stéréotypes associés aux Noirs de France et j'arrive à une liste de 11 traits qui sont qui sont associés aux Noirs de France plus qu'aux autres et généralisés aux Noirs de France plus qu'aux autres. Je vous les lis très rapidement. Donc, je retrouve beaucoup d'enfants sportifs, physiquement forts, bruyants, habitant cité ou banlieue, odeur corporelle forte, chaleureux, violents, sans papier, délinquants et pas intelligents. Donc, le pas intelligent apparaît. Bon, on ne l'a pas mesuré comme ça, on l'a mesuré en proposant intelligent et on a vu que la moyenne était très faible. Euh, et donc, ma question de départ était quel est le contenu des stéréotypes et est-ce que les personnes noires expérimentent cet effet de menace du stéréotype? Et si oui, comment et quand? Puisque jusqu'à présent, les études sur la menace du stéréotype étaient très circonscrites aux, aux situations d'évaluation très académiques. Et là, je voulais un petit peu voir si dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on le retrouve ou pas. Et, et donc, j'ai fait des entretiens et quand je pose la question aux personnes, est-ce qu'il vous est arrivé des moments où vous vous sentez mal à l'aise, vous êtes senti mal à l'aise par rapport à votre couleur de peau? La réponse est oui, mais j'ai des expériences liées aux discriminations, au racisme, etc. Ce n'est pas vraiment ce que je cherchais, même si ça reste intéressant, mais j'ai posé la question différemment, sachant, après avoir vérifié que les personnes connaissaient les stéréotypes associés à leur groupe, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire en sorte de ne pas confirmer le stéréotype associé à votre groupe tel que vous me l'aviez cité tout à l'heure? Et la réponse est, bah, c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais tous les jours, tout le temps, à chaque interaction sociale. Et donc, je vous lis quelques exemples. Donc, les personnes me disent, bah, à chaque interaction sociale, j'ai peur en fait de confirmer les stéréotypes associés aux Noirs de France. Une personne me dit, avant que tu ouvres la bouche, tu as l'impression qu'ils s'attendent à ce que tu sortes ta machette. Sur la façon de parler, il ne faut pas que je parle fort au téléphone, par exemple dans le train, sinon on va dire, bah, la noire, elle se met à l'aise, elle n'a aucune éducation, elle ne sait pas se tenir. Sur l'hygiène, donc j'ai parlé d'odeur forte tout à l'heure, qui est très présente dans le contenu des stéréotypes. Une personne me dit, moi je me lave tout le temps, je sens tout le temps bon, ils aiment bien dire que les noirs ont des odeurs bizarres.
sur la politesse et la ponctualité, j'ai toujours fait en sorte d'arriver au travail à l'heure, voire 10 minutes avant, pour montrer que je ne suis pas comme les autres noirs, que moi, je sais être ponctuelle. Sur le travail, je veux toujours montrer que je suis performant, que je corresponds au poste et que je peux travailler sans souci et avec sérieux. Sur le niveau d'études, j'ai horreur de l'école, mais je me suis forcée à faire un bac plus 5 pour m'en sortir, pour ne pas être cataloguée pauvre, catégorie sociale en dessous. Euh, et en fait, c'est une pression quotidienne. À chaque instant, à chaque interaction, à chaque défi quotidien, les personnes ont peur de confirmer les stéréotypes associés à leur groupe. Et, et une personne me dit, le jour où je réussirai, mais je me dirais, il ne faut pas que je rate quelque chose, parce que sinon, on va dire, voilà, la Noire, on lui a donné sa chance, et elle a raté. Donc, c'est aussi une pression à bien faire, même quand on arrive à obtenir un poste ou autre. Et donc, les personnes font tellement attention aux stéréotypes qu'elles ont l'impression, pour certaines, de jouer un rôle. Tu joues un personnage. Je ne suis pas moi-même. Je ne me sens pas moi-même. Donc, c'est quelque chose que je retrouve. Enfin, ces études-là, je les ai faites il y a presque un peu moins de 10 ans maintenant, mais aujourd'hui, dans ma pratique de consultante ou de psychologue, je retrouve les mêmes éléments. Donc, les personnes me disent, je fais un effort au quotidien pour ne pas correspondre aux stéréotypes associés à mon groupe, puisque le contenu des stéréotypes étant tellement négatif que je fais tout pour m'en distancier. Les conséquences étant bien sûr une surcharge mentale, mais aussi un manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup en ce moment, beaucoup d'anxiété aussi au quotidien et pour certains cas jusqu'à la dépression. Euh, et ma question était, est-ce qu'il y a des situations où ces personnes ne ressentent pas cette pression? Est-ce qu'il y a des moments où elles se sentent à l'aise, où la couleur de peau n'est pas synonyme de menace? Et j'en tire deux éléments. Le premier, c'est des situations où nous ne sommes pas les seuls noirs, donc pas les seuls représentants de son groupe. Donc c'est ce qui arrive très, très fréquemment, hein. J'ai une personne qui est par exemple ingénieure ou l'autre pharmacienne qui est la seule noire de son groupe et se dit, il faut absolument que j'arrive à l'heure, que je montre que je travaille bien, que je ne parle pas de la musique que j'écoute, pour montrer que je me fonds dans la masse et que un peu pour se faire oublier, pour faire oublier sa couleur. Donc quand la situation est quand il y a un peu plus de mélange dans la composition du groupe, un peu plus d'équilibre, on a moins cet effet de menace. C'est valable pour tous les groupes, hein. C'est-à-dire que avoir un équilibre homme-femme, c'est pareil, on a le même effet bénéfique. Donc, premièrement, les situations où ils ne sont pas les seuls représentants de leur groupe, et deuxièmement, les domaines où ils se sentent vraiment compétents. Donc, l'effet de menace est beaucoup plus intense pour les domaines que l'on maîtrise moins ou pour des tâches très difficiles. Et en cela, il a été aussi montré que le rôle modèle était très important, c'est-à-dire que si l'expérimentateur vient du même groupe que moi, enfin, a une caractéristique commune avec moi, j'ai un peu moins d'effet de menace. Donc ça représente aussi un soi possible ou une situation voilà, positive. Je me projette en tout cas positivement. Et les situations où ils sont mis en valeur, c'est-à-dire qu'une personne me dit, ça me fait plaisir quand je vois, enfin, une me raconter, ça me fait plaisir de voir une Miss France noire parce que je me suis dit, ça peut être moi. Voilà. Donc, et puis c'est valable aussi pour Barack Obama et autres. Euh, alors, comment modérer, je vous passe les détails de ma thèse et comment modérer cet effet de menace. Il y a deux types nous pouvons les modérer de deux manières, soit en agissant sur la situation, soit sur les facteurs liés à l'individu. Donc sur la situation, je vous ai parlé de la composition du groupe qui diminue les effets de menace et la manière de présenter le test aussi. Steele et Aronson avaient fait varier l'étiquette du test, test d'intelligence ou test de raisonnement. Ça peut modifier, enfin, diminuer les effets de menace. Il y a d'autres facteurs qui peuvent modérer cet effet de menace du stéréotype. C'est l'identité sociale, enfin, lorsqu'on active, lorsqu'on met en valeur une identité sociale plus valorisée qu'une autre. Dans une étude, ils ont fait varier, chez des femmes asiatiques, fait varier l'identité saillante et dans certains cas, l'identité d'asiatique était plus valorisée, par exemple sur les tâches intellectuelles, et donc protégeait un peu sur cet effet de menace.
Lorsque l'on diminue les différences intergroupes, donc lorsqu'on perçoit que finalement nous ne sommes pas si différents que ça, on a également moins d'effets de menace. Et pour terminer, hein, ce que j'ai réussi également à montrer avec mes travaux, c'était que euh, l'identité individuelle, lorsqu'on met l'accent sur les compétences individuelles, la valeur individuelle, on a un peu moins cet effet de menace puisque toutes les personnes sont motivées à maintenir une image positive d'elles-mêmes et donc elles font tout pour maintenir une image positive d'elles-mêmes. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, c'était très J'arrête là. S'il y a des complet. questions, je répondrai.